Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune Rive-de-Lyon à la découverte de la maison des libellules. Vous allez le voir, ce site a une vocation pédagogique et ludique tournée autour de l'environnement. Alors restez avec nous parce qu'aujourd'hui, non seulement vous allez en savoir plus sur l'argile et naturellement sur les libellules. Bonjour Émilie. Bonjour Grégoire. Merci de nous accueillir ici à la maison des libellules. Merci à vous de venir nous voir. Vous en êtes la directrice. C'est ça. Alors pourquoi ce nom? Pourquoi la maison des libellules? Alors la maison des libellules qui a ouvert il y a plus de 10 ans maintenant. 2006. 2006. En fait cette maison, elle répondait à la volonté de l'agglomération de valoriser l'environnement et le territoire. Et donc, il y a des inventaires qui ont été faits, qui ont relevé un nombre important de libellules dans la vallée de Lyon. Il y en a eu 46 qui ont été repérés en 2006. Et donc, aucun autre site en France n'existait sur le sujet des libellules, d'où la maison des libellules. Et c'est un endroit où il y a aussi beaucoup d'animation, ici, des expositions, un endroit de découverte qui plaît beaucoup aux enfants, aux familles. Exactement, on a vocation à faire découvrir notre territoire et notre environnement aux familles. Et donc dans notre territoire, on a aussi toute la partie vraiment nature et également une notion aussi de patrimoine. C'est d'ailleurs le sujet de notre actuelle exposition temporaire en terre d'argile que je vous invite à venir découvrir. Eh bien, je vous suis. Allons-y. C'est par là-bas, Oui, là-bas. Donc nous voici dans l'exposition en terre d'argile. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette argile sur notre territoire. L'argile est très présente, Émilie. Oui. Non seulement en Vendée, beaucoup en Vendée, mais particulièrement ici, autour de La Roche-sur-Yon, Chailly-sous-les-Ormeaux, Saint-Florent-des-Bois, Némy. Némy, Champ-Saint-Père, Chailly-sous-les-Ormeaux. On a un secteur qui s'appelle le plateau pourri. Ah, c'est mauvais signe. Voilà, alors plateau pourri, c'est pas très attractif comme ça. En fait, ça signifie tout simplement que cette couche d'argile, elle empêche de bien travailler la terre, puisque la terre va être collante avec des galets. Donc on a quelque chose de pas facile pour l'agriculture, mais vraiment intéressant au niveau de l'artisanat. Mais d'abord, d'où vient l'argile? En fait, cette argile, elle est issue de la décomposition du granit. Donc, a priori, pas grand-chose à voir entre le granit, qui est vraiment très dur, et cette matière qui est ensuite très malléable. Donc, c'est sous des climats chauds et humides qu'on obtient les conditions qui permettent de dégrader le granit en argile. Donc, ça s'est passé il y a des millions d'années ici sur notre territoire. L'argile est propice à la culture du vin? Oui, tout à fait. En fait, dans un territoire, dans un terroir argileux, le vin va être plus intense, plus coloré. C'est sur des parcelles qui contiennent de l'argile dans le sol qu'on va faire plutôt du vin rouge, par exemple. Voilà, on a un vigneron, Jean-Marc Tard, qui est dans le coin et qui travaille en biodynamie. Tout à fait. Ensuite, on a une partie plus technique. Là, on imagine qu'on est dans le laboratoire. C'est ici qu'on va vous expliquer comment on passe d'un bloc d'argile vraiment peu engageant, on va dire, avec du sable, des graviers. Vous pouvez toucher quelque chose de très solide, très grossier, à un bol, de la poterie de Némy. Émilie, il existe plusieurs sortes d'argile, de différentes couleurs. Effectivement, c'est ce qu'on a présenté dans cette partie-là. Même localement. Exactement. Vous voyez qu'en Vendée, on va retrouver cette argile de couleur grise verdâtre qui est présente dans le marais Poitevin. Et puis, on va avoir de l'argile un peu similaire au niveau de la couleur, que ce soit à Esnay ou ici, l'argile de Chailly-sous-les-Ormeaux. Sur un teint beige, plutôt marron, voire ocre. Voilà. Et puis, on a des différences qu'on présente ici entre l'argile crue et l'argile cuite, puisqu'il y a une transformation chimique qui va colorer cette matière.
Très bien. Et l'argile, ça fait partie de notre quotidien. Oui, en fait, ce qu'on veut surtout montrer à nos visiteurs, c'est que l'argile, on peut l'utiliser à la maison, que ce soit pour les soins du corps, dans la cuisine ou vraiment dans la construction. Donc, on a, par exemple, ici, la recette du dentifrice à l'argile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Si. Comment faire, par exemple, son dentifrice soi-même? Alors, le dentifrice, c'est très simple. On prend de l'argile blanche, du bicarbonate, un peu d'huile essentielle et du sel. Et puis donc, on a quelque chose qui se conserve très bien et qui permet... qui peut remplacer tout à fait le tube de dentifrice. Un produit sain, naturel, fait soi-même, c'est pas mal. Exactement. La cuisson, évidemment. Donc là, nous avons présenté les récipients traditionnels, le pot à mojettes, le diable pour la cuisson des pommes de terre, l'argile qui peut aussi servir pour le nettoyage, la pierre d'argile qui est super efficace pour le nettoyage, par exemple, des plaques de cuisson, ou également la terre de sommière. C'est un type d'argile qui est particulièrement dégraissante. Ok, merci Émilie, tout ça est très intéressant. Je vous propose de continuer la visite, mais avec Delphine et au jardin. On va avec elle parler de libellules, mais en attendant, partons à la Caïre Saint-Hilaire. On va aller retrouver Françoise Boyer. Alors Françoise Boyer, elle a un atelier là-bas. C'est quelqu'un qui fabrique le cuir, mais qui s'est spécialisé dans la confection pour la fauconnerie. Je vous propose de découvrir ce sujet. Il est signé Cyril Guillet. En fait, les gants sont fabriqués en fonction des oiseaux qu'on va faire voler. Là, nous sommes sur un gant d'aigle. C'est un peu par hasard que Françoise Boyer s'est lancée dans la fabrication d'articles de fauconnerie. Et aujourd'hui, cela représente un tiers de son activité. Au début, je récupérais les vieux gants. Les gants usagés, je les récupérais et je voyais là où ils avaient le plus souffert. Ça, c'était important d'étudier cette vulnérabilité du produit pour le renforcer et pour rendre le gant beaucoup plus efficace. C'est un produit de sécurité, en fait. Là, le gant donc vient d'être coupé. Je vais le préparer pour le montage. Il lui a fallu plusieurs années de tests pour obtenir des gants de qualité. Idem pour trouver le cuir idéal, ici de la vache, issue d'une tannerie française. En ce qui concerne la fauconnerie, il a fallu travailler sur le traitement du cuir parce que dans cette activité, le cuir souffre énormément. Donc il a fallu trouver des traitements spécifiques. Ainsi, ces cuirs offrent une meilleure résistance à l'eau tout en gardant une certaine souplesse. Installée à son compte depuis une dizaine d'années, elle a fait ses armes chez Hermès et Louis Vuitton. On travaille avec le temps et non contre lui. Et c'est très diversifié, très très diversifié. Tous les gestes sont importants, même quand ils paraissent répétitifs, surtout par exemple dans la couture à la main. Car pour assembler bon nombre de pièces, la couture à la main offre une meilleure résistance. Elle décline ses gants en 4 modèles différents suivant s'ils sont destinés à des aigles, des faucons, des buses ou des autours. Mais sa gamme ne s'arrête pas là. Ce deuxième accessoire très utilisé par les fauconniers, c'est la petite fauconnière, une sacoche que l'on va adapter à la ceinture et qui va donc recevoir la nourriture des oiseaux. L'oiseau, donc, dans le travail avec le fauconnier, est récompensé avec de la nourriture. Elle réalise aussi dans la plus pure tradition des artisans selliers maroquiniers, des leurres et des jais qui trouvent preneurs aux 4 coins de l'Hexagone, y compris en Suisse et en Belgique. Nous voici de retour sur la commune de Rive-de-Lyon à la découverte de la maison des libellules. Bonjour Delphine. Bonjour Grégoire. Vous êtes animatrice pédagogique ici. Vous nous emmenez voir les libellules enfin. Tout à fait. Et on va les trouver près de l'eau. Près de l'eau. Donc là je vous emmène au bord de la mare de la maison des libellules. Donc c'est l'endroit le plus propice à leur observation puisque c'est ici qu'elles vont naître, se développer, passer toute leur vie larvaire. Et puis une fois qu'elles sont adultes, c'est également sur la mare qu'elles vont venir se reproduire et pondre leurs œufs. On entend quoi là ? Alors là, ce sont les grenouilles vertes, qui sont assez bruyantes. Alors que les libellules, elles sont très discrètes alors. Les libellules très discrètes, au contraire. Très discrètes, surtout au début du printemps. Oui, alors là, nous sommes début avril, donc c'est vraiment le début de la saison d'émergence des libellules. C'est-à-dire que c'est le tout début de la saison où les larves vont sortir de l'eau et se métamorphoser en adultes.
Alors ici, on découvre différents types de libellules. Il y a plusieurs familles. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, les libellules, ça appartient à l'ordre des odonates. On a 2 sous-ordres qu'on appelle les vraies libellules et puis celles qui sont plus petites, plus fines, qu'on appelle les demoiselles. Donc en ce moment, ce sont les petites demoiselles qui commencent à émerger. C'est celle qu'on peut voir ici. C'est celle qu'on peut voir ici en ce moment, oui. Elle va aller chasser en fait dans les petites prairies qui sont aux alentours de la maison des libellules. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un jardin entièrement naturel pour justement offrir des insectes à chasser aux libellules. Donc en fonction de si ce sont des libellules ou des demoiselles, elles vont chasser des proies de différentes tailles. Donc ça va du moustique jusqu'au papillon, en passant par tous les insectes volants qu'on peut rencontrer dans un lieu comme celui-ci. Un lieu comme celui-ci, il est riche d'une biodiversité qui attire donc ces libellules. Tout à fait. C'est vrai que l'écosystème de la mare, c'est vraiment quelque chose de très riche. On a autant de choses sous l'eau qu'à l'extérieur. Et comme cette mare, elle est intégrée dans un milieu un peu plus sauvage, avec des prairies naturelles, un jardin potager naturel aussi, forcément ça offre un milieu qui est vraiment propice à l'installation des libellules. Et dans cette mare, on y découvre et on entend ces fameuses grenouilles. On a aussi des rainettes. Alors, la différence entre les deux, la rainette est très verte et plus petite oui, déjà. Alors, la rainette est plus petite, plus verte. Et puis la rainette surtout, donc son nom entier, c'est rainette arboricole. Donc en fait, on va plutôt la rencontrer dans les herbes hautes, jusque dans les arbres en fait, puisqu'elle va chasser plutôt en hauteur. Donc là, en ce moment, elles sont positionnées dans les herbes hautes pour prendre le soleil, alors que la grenouille verte, elle, on va plutôt la rencontrer dans l'eau. Et donc elle est beaucoup plus grosse et contrairement à ce que son nom indique, elle n'est pas verte. Elle est plutôt un mélange de brun et de vert, des petites taches, des petites traits. Voilà, il y a une grande diversité de coloration chez les grenouilles vertes. À la maison des libellules, vous proposez, on l'a dit tout à l'heure, différentes animations. Et en ce moment, on a une animation qui revient assez souvent pour les tout petits. Oui, pour les tout petits, parce que la sensibilisation, l'éducation, l'environnement, ça commence vraiment dès le plus jeune âge. Et donc ici, on a l'association La Cicadelle qui propose à la Maison des Libellules des animations pour les 3-6 ans. Donc cette année, là, c'était sur les 5 sens, une animation nature autour des 5 sens, donc vraiment pour toucher, sentir, écouter, voir les différentes choses qu'on peut rencontrer dans le jardin. Et puis également sur les 4 éléments. Donc on va retrouver l'eau avec la mare, le soleil avec la chaleur, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des animations nature pour les tout petits. Nous sommes ouverts d'avril à novembre, donc pendant les vacances scolaires. Et puis en juillet et août, nous sommes ouverts tous les jours. Vous vous trouvez à un quart d'heure de La Roche-sur-Yon ? Oui, à peu près un petit quart d'heure, oui. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Delphine de nous avoir fait partager ce monde fascinant et naturel de la Maison des Libellules. Les grenouilles nous disent au revoir, et nous aussi. Alors je vous dis à bientôt. À bientôt. Et puis aussi à très bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.